Salut à tous, je me suis dit j'allais la refaire et tout parce que bon, vous avez pas besoin de de m'entendre en train de parler de mon process de création, mais en tout cas en ce moment j'ai un peu plus de temps pour créer, donc c'est aussi grâce au Patreon et toutes les personnes évidemment qui soutiennent le podcast à leur échelle, les commentaires, les likes. C'est cruel, hein, mais on vit dans un monde de likes, donc c'est important aussi de s'abonner, de soutenir le contenu, de laisser des retours si vous avez passé un bon moment à un moment donné pendant les trois saisons de Mythologie Astrale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Pluton parce qu'il y a un commentaire et un témoignage qui m'a particulièrement touché. À la fin, la nana, elle m'a demandé en fait, elle m'a pas demandé de faire une série sur Pluton, elle m'a suggéré de faire une série sur Pluton. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps et que ce serait pas mal en plus dans la saison 3 où on parle de choses un peu plus lourdes, un peu plus dures peut-être à accepter. On parle beaucoup de Saturne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette saison 3, on sort un petit peu des planètes personnelles pour rentrer dans les grosses planètes. Je vais pas toutes les faire, hein. Mais je me suis dit avec le changement de signe de Pluton que ce serait pas mal de parler de Pluton dans les maisons. Et voilà, et donc shout out à, j'ai oublié son pseudo, mais shout out à cette nana qui m'a suggéré de faire une série sur Pluton parce que le timing était bon. Du coup je me suis dit je vais le faire et je suis en train de le faire. Donc pourquoi Pluton et pourquoi parler de Pluton, hormis le fait que je pense que j'ai un peu une audience de mange-mort, et en fait, même si vous êtes tous de signes différents, il y a quand même une dominante, je trouve. Alors peut-être que les plus expressifs, c'est les scorpions, mais ça m'étonnerait parce que ça correspond pas du tout aux archétypes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont scorpions, qui ont des placements plutoniens, etc., qui sont sur le podcast et qui réclament en fait cette série depuis longtemps, mais vous êtes pas les seuls en fait sur le podcast, donc il a fallu 3 saisons pour que je fasse Pluton dans les maisons. Pourquoi Pluton? Pour moi, Pluton, c'est l'une des planètes les plus importantes qui existent dans votre chart. Découvrir votre Pluton, explorer votre Pluton, étudier, vous tournez autour un petit peu de votre Pluton, vous posez des questions sur votre génération plutonienne et sa signature. D'ailleurs, j'ai fait une série complète sur les générations plutoniennes au final, hein. J'ai fait Pluton en Scorpion, j'ai fait Pluton en Verseau, j'ai fait Pluton en Capricorne, je suis allé jusqu'au Capricorne, j'ai fait Pluton en quoi d'autre, en Balance aussi, donc n'hésitez pas à écouter la série correspondante sur Pluton. Mais c'est très important, hein, vraiment de se concentrer sur son Pluton. Votre puissance, elle est là-bas, votre pouvoir est là-bas, vos plus grandes peurs aussi, vos désastres, vos catastrophes sont là-bas, vos traumas, vos accidents, tout ce qu'il y a de plus traumatique et transformateur en fait dans votre vie se trouve dans la maison dans laquelle Pluton est. Pluton, c'est chaque planète en fait, c'est un monde. Moi, je vous avoue que je suis un peu biaisé parce que j'ai une influence qui est très kabbalistique de l'astrologie, et je m'en cache pas, hein, je vous l'ai dit déjà depuis la saison 2, je pense, et surtout sur Patreon. Mais j'ai une approche très kabbalistique en fait de l'astrologie, c'est aussi pour ça que j'amène les thèmes et les archétypes de cette manière, et je suis content d'ailleurs que vous soyez réceptifs à ça. Et en fait, dans la Kabbale, chaque planète est un monde, chaque planète est une séphira, chaque planète est un univers différent, avec ses règles, avec ses conventions, avec ses valeurs aussi, enfin c'est même pas des valeurs, c'est plutôt des principes. Et par exemple Saturne, le principe d'austérité et de sévérité, Uranus, le principe d'amour, de charité, de compassion, de joie, de bonheur. C'est un peu dans cet univers-là, en tout cas, que les kabbalistes situent l'énergie du Christ, sachant que les kabbalistes, pour la plupart, sont juifs, hein. C'est la science ésotérique juive, c'est la connaissance cachée, la science occulte, la science occulte des juifs. Et donc, pour eux, le Christ, c'est pas le fils de Dieu, quoi. Enfin, c'est un prophète, mais parmi tant d'autres. Et ils attendent encore le retour du Messie. C'est hyper intéressant d'ailleurs de croiser tout ça avec la lecture en tout cas des planètes et la lecture des mondes, parce que je sais pas, je trouve en tout cas que les kabbalistes ont une vision très intéressante des choses et très structurée aussi, hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais c'est un peuple qui est saturnien, donc forcément dans leur approche des choses, dans leur conception de la vie et de l'univers, ça se reflète aussi, et beaucoup de personnes en ont bénéficié, de même qu'on a beaucoup bénéficié aussi du savoir des hindous, des africains, des aztèques, voilà, c'est l'astrologie. Pour le coup, quand on parle d'intelligence collective et de patrimoine de l'humanité, de patrimoine immatériel, pardon, de l'humanité et d'astrologie, du coup,
bah chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice et c'est ce que je trouve triste et dommage, c'est que ça se reflète pas forcément dans la jeune génération, oui, mais en tout cas dans la vieille génération d'astrologues, cette diversité-là, elle se reflète pas forcément. Voilà, je pourrais m'étendre sur le sujet pendant des siècles. Hein. On va pas demander à quelqu'un qui a grandi avec un système qui est basé sur des saisons de commencer à travailler avec un système qui est basé sur autre chose que les saisons, sur un calendrier qui est lunaire. Voilà, on va pas rentrer dans ces considérations-là, mais en tout cas, Pluton, pour moi, c'est l'un des piliers majeurs hein, du chart des gens. D'ailleurs, c'est marrant parce que les kabbalistes ne placent pas Pluton à une place particulière. Pluton se trouve en fait à l'intersection entre les séphiras Okma, Bina et le Keter qui est représenté par Neptune. Donc il y a vraiment cette espèce de combinaison de planètes surpuissantes Uranus, Neptune et Pluton. Non, Uranus, Neptune et Saturne, pardon, qui révèle en fait la séphira qui est cachée, qui s'appelle Da'at. Et Da'at est associé en tout cas par certains kabbalistes à Pluton, ou en tout cas au principe plutonien. Du coup, je reviens encore. Qu'est-ce qui est Pluton? Pluton, c'est à la fois l'enfer des gens et en même temps c'est leurs Champs-Élysées. Et si vous avez écouté la mythologie astrale de Pluton, vous en saurez plus puisque dedans je parle beaucoup de ce qui est arrivé à Saturne et du rôle qu'on a donné à Saturne après la victoire des dieux sur les Titans. Et en fait, il se trouve dans les Champs-Élysées, donc l'un des endroits les plus reculés en fait aux enfers où on récompense les héros et les personnes qui ont mené une vie qui était charitable, juste, éthique, guidée par des principes. C'est un peu le paradis dans les enfers, quoi. Et c'est hyper intéressant cette vision aussi des choses et de la vie après la mort des Grecs et des Romains. Bref. Donc Pluton, c'est un univers. Voilà, chaque planète est un univers, chaque planète est un monde. Et en fait, Pluton, c'est un monde aussi. Voilà, faut imaginer un univers plutonien dans lequel les gens vivent, dans lequel il y a des lois, des principes, etc. Pluton, c'est la quête des individus pour la vérité ultime, pour la compréhension ultime en fait des choses, de l'univers, de la nature de Dieu, de ce que vous voulez, de vous-même aussi. Ça dépend en fait où se trouve justement la planète Pluton. Moi, à titre personnel, j'ai Pluton maison 1, donc évidemment c'est un archétype qui teinte énormément mon caractère, ma personnalité. Voilà, en plus en Scorpion, donc il y a vraiment ce côté intransigeant, blanc ou noir. Donc évidemment, je pratique l'astrologie depuis longtemps, je m'intéresse à ces choses-là, donc c'est un peu moins abrupt, en tout cas dans mon profil que peut-être dans le profil d'autres personnes, mais c'est quand même là, voilà, ce côté un peu obsessif, passionné, l'intensité aussi. Hein. Moi, j'ai des potes qui me disent que quand je leur envoie c'est un peu une anecdote, mais j'ai des potes qui me disent que quand je leur envoie des notes vocales, ils sont obligés de faire pause, de ralentir mon débit de voix et de réécouter voilà, en baissant le son, quoi, parce que ça les prend, quoi. Et en fait, je me dis waouh, moi je me rends pas compte, moi je vous raconte ma vie, enfin vous êtes mes potes, quoi, je vous raconte ma vie, et les décisions que je vais prendre. Enfin, il n'y a pas besoin mais il y a ce côté un peu cette espèce d'intensité dans la projection de l'énergie. C'est la maison de l'ascendant où les personnes sont obligées de reculer un petit peu. Et on aura l'occasion de façon de parler de Pluton maison 1. Je serais ravi d'échanger ma propre expérience avec vous et de croiser aussi avec l'expérience de toutes les personnes qui ont Pluton en maison 1. Mais je peux vous dire que c'est un placement qui est challengeant. Bref, la quête de vérité ultime, la quête de la compréhension ultime des choses, de la vie, la quête de la compréhension ultime de la notion de civilisation, la quête de la compréhension ultime de l'humanité, la quête de la compréhension ultime de soi-même, la quête de la vérité ultime sur la famille, la quête de la vérité ultime sur le travail, l'intégration sociale, sur la charité, il y a tellement de sujets différents en fait dans le chart de chaque personne, et chaque personne a Pluton dans une maison différente. Donc je rappelle encore une fois que j'utilise exclusivement le système des signes entiers. Donc tout ce que je dis s'applique à un système et une domification entière des maisons. Je fais pas d'interception, je fais pas de chassé croisé, double croisé, petit pont, passe décisive, but. Je suis vraiment dans ce système-là qui me convient parfaitement. Et voilà, je dis ça d'entrée de jeu parce que souvent je redirige les gens vers l'épisode d'intro où je dis tout.
Voilà. Et ça évite en fait les incompréhensions, etc., etc. L'intensité, la peur de la perte, la peur de la trahison, c'est vraiment des thématiques qui sont extrêmement plutoniennes et qui évidemment se croisent beaucoup avec l'archétype du signe protégé par Pluton qui est le Scorpion. La passion, l'obsession, la paranoïa, j'irais même jusqu'à dire une libido qui est extrêmement puissante, une énergie sexuelle qui est extrêmement puissante, qui ne se traduit pas forcément d'ailleurs par une vie de débauche et de vampirisme sexuel, mais des capacités extraordinaires de guérison, des capacités extraordinaires de transmutation de l'énergie, de la créativité, de la richesse artistique. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec l'énergie sexuelle. C'est des personnes qui sont très en retrait, c'est des personnes qui se protègent énormément dans tous les domaines de la vie. Pluton, c'est aussi quelque part, comment dirais-je, pas le démon gardien, mais en tout cas, c'est un peu le daimon aussi et je sais que c'est un concept qui est totalement isolé, différent et qui n'a rien à voir dans l'astrologie, hein, donc je suis pas en train de vous dire que votre daimon c'est Pluton, mais en tout cas, dans le sens philosophique, hein, de base du daimon, Pluton, c'est un peu votre daimon aussi. C'est une énergie qui est là, que vous pouvez pas forcément percevoir, jauger, mesurer, comparer, mais elle est là et elle intervient à des moments extrêmement précis de votre vie. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Sailor Moon, la dernière saison sur l'arc de Sailor Galaxia où toutes les justicières sont là et en fait elles ont vaincu le dernier gros ennemi, je sais même plus qui c'était, mais qu'elles ont banni dans la dimension Oméga, blablabla. Donc chacune fait sa vie, en fait elles sont retournées à une vie à peu près normale, et là il y a un nouvel ennemi qui arrive, la nouvelle Queen Néhélénia, et en fait il faut reprendre les armes et il faut repartir. Sauf qu'en fait, l'une d'entre elles, c'est leur Saturne, est redevenue humaine. Elle s'est réincarnée, mais en tant qu'humaine, elle a pas ses souvenirs de ses vies passées. Et en fait, c'est leur Saturne qui est son alter ego qui apparaît et qui lui révèle toute sa mémoire. Et en fait, dans la version originelle de l'anime qui date plutôt des années 80, c'est vraiment une séquence qui est hyper émotive. Pour moi, c'est l'une de mes séquences préférées de toute l'animation qui puisse exister. En fait, c'est le moi supérieur de l'individu qui vient lui toucher le front et qui lui révèle, voilà, son karma, tout ce que la personne a pu faire dans ses vies passées, de positif, de négatif. Et en fait, c'est comme ça que Sailor Saturne revient à la vie, elle reprend conscience de ses forces, de son pouvoir, de sa capacité à dire non, de sa capacité à dire oui, à prendre des décisions par elle-même, à assurer une forme de contrôle. Et en fait, tout ça, là, toute cette scène, c'est très plutonien. C'est extrêmement plutonien. Et je suis sûr que l'auteur a fait exprès, parce qu'il y a un espèce d'échange et un espèce de swap de caractéristiques entre Sailor Pluton et Sailor Saturne qui est vraiment une justicière qui est centrée sur l'énergie de la destruction et de la renaissance, et Sailor Pluton qui bizarrement a des pouvoirs qui sont très liés au temps et à la gestion du temps. Alors qu'en fait c'est plutôt le contraire, c'est plutôt Saturne qu'on va associer au temps et à l'espace, et Pluton qu'on va associer à des énergies de destruction, mais aussi de purge, de renaissance aussi, hein. La protagoniste qui meurt le plus dans Sailor Moon, c'est Sailor Pluton, parce qu'à chaque fois elle est obligée de briser un tabou pour rattraper les erreurs des autres, et à chaque fois qu'elle brise un tabou, elle est obligée de mourir. Donc elle meurt, elle se réincarne, elle revient, et immédiatement, d'ailleurs c'est drôle parce que elle se rappelle souvent très vite de sa mémoire, elle, sans forcément avoir besoin de passer par des systèmes D, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? C'était hyper important de vous partager cette séquence parce que ça illustre très bien le principe plutonien, et ça illustre aussi tout le voyage justement qu'on va faire et le travail qu'on va effectuer avec Pluton. Quelque part, la quête qu'on entreprend quand on rentre dans la dimension plutonienne de son chart, c'est une quête de pouvoir, hein. C'est une quête de puissance. Et voilà, en fait, les épreuves aussi, en fonction de la maison dans laquelle se trouve Pluton, et en fonction aussi de la maison dans laquelle transite Pluton, hein, dans le présent actuel, pas forcément dans votre chart, va vous donner des informations sur le domaine spécifique, en fait, de votre vie, où vous allez rencontrer ces thématiques-là de combat, de changement, de contrôle, vous qui essayez de contrôler les autres, ou les autres qui essaient de vous contrôler, de rapports de force qui sont inégaux. Moi, je me rends compte quand même qu'avec Pluton maison 1 dans ma vie, j'ai quand même un regard que je pose, en tout cas pas un regard, mais plutôt une paire de lunettes, en tout cas ma paire de lunettes plutoniennes, quand je la mets sur mon nez, je vois immédiatement autour de moi tous les rapports de force qui existent entre les individus, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, en fait, même depuis mon jeune âge. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré
dans le milieu militant, sans forcément être voilà un activiste qui pose des bombes ou qui rage des statues. Mais c'est aussi ce qui m'a attiré parce qu'en fait dans ces milieux-là, on déconstruit en permanence les rapports de force qui existent entre les individus. Et d'ailleurs, à titre générationnel, c'est quelque chose qui intéresse les Plutons Scorpions. Hein, un peu moins les Plutons en Balance, parce que il y a ce côté maintenir le status quo, ou alors détruire complètement le status quo, c'est un extrême ou l'autre. Mais c'est vrai que les Plutons Scorpions, on est fascinés par le pouvoir, et qui contrôle quoi, et qui tire les ficelles secrètement dans l'ombre. Et c'est la génération Harry Potter, quoi. On n'a pas peur des ombres et particulièrement de l'ombre de Pluton, parce que peut-être qu'il y a une conscience... peut-être pas une conscience en tout cas, mais de manière subconsciente ou inconsciente, on sait que c'est notre propre énergie, quoi. C'est pas un méchant loup qui se cache sous le lit, bah, c'est une projection aussi de notre part d'ombre qui se cache sous le lit et qui menace de prendre le contrôle. Je peux pas avancer plus loin dans cette série sans préciser qu'il y a une dimension très démoniaque de Pluton, de même qu'il y a une dimension très angélique et divine de Neptune, par exemple. Donc voilà, faut faire avec. Il y a des planètes qui sont plutôt associées à des choses positives et très élevées en termes de vibration et divines, et il y a des planètes qui sont associées à des choses un peu moins positives et assez basses en fait au niveau des vibrations énergétiques. Mais ce que je trouve intéressant avec Pluton, c'est que c'est comme si Pluton vibrait à un niveau qui est en dessous de zéro, mais qui est tellement en dessous de zéro qu'il est pur aussi, qu'il est positif aussi. Mais pour y accéder, il faut justement descendre au -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Ça, c'est vraiment Saint-Esprit parce que j'ai pas du tout préparé cet épisode. Et donc, faut descendre les escaliers, descendre. Mais je trouve qu'arrivé à un certain moment, cette énergie-là, elle se raffine et elle se purifie. Et on accède à une dimension douce, aimante, extrêmement aimante de Pluton. C'est l'énergie du phénix et son chant qui ravive et qui comment on dit déjà, qui ragaillardit hein, le cœur des courageux et qui affaiblit le cœur des mauvais, des méchants. On arrive dans ça en fait, parce qu'il faut pas oublier qui est Pluton Hadès, c'est le dieu qui gouverne le ciel qui est sous la terre, donc le ciel des enfers, hein, et tout ce qui s'y trouve, et c'est lui en fait qui, par son éthique, son sens du principe, son intransigeance justement, c'est des qualités en fait qui conviennent très bien à un juge, à une personne qui va être amenée à ne pas prendre de parti et à prendre une décision claire qui a un lien avec la valeur morale en tout cas des gens et la valeur morale surtout de leurs actions. Donc voilà, l'intensité, la peur de la perte, la trahison, la passion, l'obsession, la paranoïa, l'obsession pour la survie aussi, c'est vraiment les vibrations basses de Pluton, et en fait la loyauté, la restauration et la régénération de l'énergie, la résurrection, la puissance, hein, vraiment le pouvoir, ça c'est dans les aspects un peu plus positifs de Pluton, et on aura l'occasion hein, de maison en maison de détailler de plus en plus cet archétype parce qu'il s'étend voilà sur les 12 maisons, sur les 12 signes, dans plein de combinaisons totalement différentes, hein, il y en a des centaines, donc je suis pas là pour vous donner une vérité établie sur Pluton, je vous donne juste des pistes de réflexion, j'entrouvre des portes si vous voulez vous rentrer, si vous voulez vous rentrez pas. Et ouais, donc forcément la maison dans laquelle se trouve Pluton va vivre hein, quelque part ces événements traumatiques, intenses, de paranoïa, de peur, d'intransigeance, de jugement aussi, hein, en fonction de la maison. Voilà, c'est un juge, hein, Pluton, donc il y a aussi cette énergie de jugement. Et d'ailleurs, c'est une énergie qu'on retrouve beaucoup chez les Scorpions. Hein, je connais le mal, je sais faire la part des choses. Dieu m'a donné le libre arbitre et le pouvoir de discerner le bien du mal. Et en fait, je sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et j'espère que tu vas récolter ton karma. Voilà, ça c'est très scorpionique. Je sais que je suis dans le bien et que tu es dans le mal. Et en fait, je sais que tu vas prendre cher. Ça c'est très scorpionique. Et dans le silence, hein, parce que les Scorpions ils sont très silencieux et subir en fait, encaisser des coups ou des coups bas, des trahisons, et en fait voilà cette espèce de prière silencieuse, cette espèce de connaissance des lois
de l'univers où en fait on se dit bah en fait j'ai rien à faire, la personne va tranquillement récolter son karma, je vais continuer à faire ma vie. Bon, ça c'est vraiment les scorpions qui sont très évolués, hein, parce que un scorpion niveau 1, il va juste vous mettre une patate ou manigancer le moment le plus opportun pour vous mettre une patate, en fait. C'est pas it's not that deep. Ok, je pense que c'est pas mal comme introduction. Je pense que j'ai plutôt fait le tour. Je suis assez excité par cette nouvelle série. Elle était totalement imprévue. Pour être honnête, j'ai déjà fini d'enregistrer toute la saison 3. Donc pour moi, je suis déjà en train de faire mes adieux en fait à Mythologie Astrale. Et en fait, il y a cette série voilà qui s'est infiltrée. Et je me suis dit ce serait pas mal de la rajouter en fait à la saison 3 quoi. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve pour les personnes qui binge listen immédiatement pour l'épisode 1 où on va parler de Pluton dans la maison 1.